Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité de Jean-Pierre Tailleur. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Pierre Tailleur, je vais vous présenter et nous passerons au vif du sujet. Alors vous êtes né en 1961 à Buenos Aires, en Argentine, et donc vous êtes issu d'une famille franco-argentine. Vous êtes diplômé de la Columbia Graduate School of Journalism, donc c'est aux États-Unis, une école de journalisme, et de l'EM Lyon, donc l'école de management de Lyon. Vous avez commencé votre carrière à la Société Générale. Vous avez travaillé 6 ans comme chargé d'opérations internationales, c'était en France, puis comme analyste de risque entreprise, c'était aux États-Unis. Alors en 1992, vous êtes donc reçu à cette Columbia School et vous vous lancez dans le journalisme. Vous écrivez alors dans les 3 langues que vous maîtrisez, français, espagnol et anglais, pour des publications aussi diverses que, alors je vais pas toutes les citer, mais enfin, Le Monde diplomatique, Le Nouvel Économiste, Le Midi Libre, Phosphore, L'Usine Nouvelle, etc. Là j'ai cité que les françaises, mais il y en a beaucoup d'autres, El País notamment en Espagne, The Free Press, ça c'est aux États-Unis, etc. Alors vous êtes l'auteur de Bévue de presse, qui est un livre d'analyse des médias et notamment de la presse quotidienne régionale, la PQR, c'était en 2002, et en 2004 d'un autre livre qui s'appelle Mal journalisme à la française, récit d'un voyage dans l'édition et retour sur un boycott médiatique. Alors, première question, Jean-Pierre Tailleur, on s'est perdu de vue en 2006, et en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait depuis ? Oui, je me suis installé en Europe centrale, alors tout d'abord en Autriche, où pendant 2 ans j'ai été analyste des médias français pour l'administration américaine, qui a basé à Vienne son centre d'observation des médias, hein, qui est un service de renseignement sur les informations ouvertes, sur les sources ouvertes. Donc ça c'est intéressant, je vous coupe un instant, mais donc les États-Unis aujourd'hui ont un centre à Vienne pour analyser les médias français uniquement ? Pas seulement aujourd'hui. Pendant la guerre froide, ils avaient un centre alors, qui écoutait directement les ennemis. Alors comme maintenant il n'y a plus d'ennemis, ils l'ont transformé en centre de traduction et d'analyse ou de synthèse de ce que racontent tous les médias du monde entier, en l'occurrence européens pour Vienne, sur les grandes questions internationales. D'accord. Mais bon, enfin, ça c'est la version officielle. La vérité, ce n'est qu'une bureaucratie qui a maintenu une structure qui aurait dû disparaître après la chute du mur de Berlin, puisque je me suis aperçu qu'en fait les Américains n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour essayer de connaître mieux comment fonctionnent les médias français, par exemple, pour parler de mon domaine d'études. D'accord, et alors après ? Alors ensuite, comme je me trouvais déjà dans la région, j'ai trouvé un travail, un contrat d'1 an avec un groupe financier tchèque qui lançait un centre de conférences sur les médias, et parallèlement au lancement d'un journal de nouvelles hyper locales. Et c'est un projet qui est en cours et qui va consister à publier un hebdomadaire qui aura 150 éditions différentes rien que pour la République tchèque, un pays de 10 millions d'habitants. Alors attendez, 150 éditions hebdomadaires, donc si vous pensez à l'équivalent en France, cela reviendrait à lancer en France par exemple un journal qui aurait 1000 éditions différentes. Et le principe de base, c'est que ces éditions sont basées dans des rédactions locales qui sont en partie financées par le fait que ces rédactions sont en même temps des cafés ou des fast-food, donc qui permettent de couvrir les frais fixes ou une partie des frais fixes. Donc, ils appellent ça les news cafés. Donc c'est un concept original, le premier au monde, du moins avec cette ampleur. Et j'étais là comme observateur, donc j'ai écrit des notes en anglais sur ce projet, et parallèlement à ça, j'ai fait des recherches sur les journaux de tous les pays de l'Est
de façon à mieux connaître la région et repérer des personnes qui sont susceptibles d'intervenir dans les conférences à Prague ou susceptibles d'assister à ces conférences. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez que cette initiative peut être dupliquée en France, d'après ce que vous avez vu? Oui et non. Je me suis posé la question. C'est quand même une machine lourde. Là, actuellement, bon, il y a 7 projets pilotes qui ont été lancés il y a un an. Bon, ben, les 80 bureaux locaux, enfin news cafés, sont en train d'être créés et ça demande beaucoup de travail, d'investissement. Alors, en République tchèque, la presse régionale est organisée de façon assez simple, c'est qu'il y a un seul groupe de quotidiens régionaux qui appartient à un groupe allemand. Donc il y a une seule cible, mettons, ou un seul concurrent potentiel, même si la concurrence n'est pas directe puisqu'il s'agit d'hebdomadaires. En France, bon, je peux imaginer la levée de boucliers avec l'ensemble des acteurs. On sait que bon, Bild, il y a quelques années, avait fait une tentative et ça n'avait pas marché. Et donc, vu les freins en France, enfin, pour ce type d'ambition, en particulier dans le journalisme, je doute que ça soit aussi facile qu'en Tchéquie. D'accord. Alors, Jean-Pierre Tailleur, vous avez une grande expérience de la presse internationale. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en avez appris de cette étude de la presse internationale par rapport à la presse française? Ben, j'ai vu beaucoup de dynamisme, y compris dans des pays que l'on n'associe pas à la liberté de la presse. Par exemple, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs rédactions en Roumanie et j'ai vraiment été surpris, agréablement surpris. Alors les médias roumains sont détenus par des gens qu'ici on présenterait comme des mafieux russes, donc des milliardaires qui se sont enrichis dans d'autres secteurs. Les fameux oligarques. Oui, mais j'ai vu, malgré la mauvaise réputation de certains d'entre eux, ils sont capables d'aller chercher les plus compétents à la concurrence ailleurs et vraiment essayer de créer des journaux de standards internationaux et dynamiques, réactifs à l'actualité et de premier niveau, même au niveau des illustrations, de l'infographie. D'accord. J'ai vu, bon, pour parler de mes anciens camarades tchèques, à la rédaction centrale à Prague donc, de ce projet de journaux hyper local, il y a toute une équipe de designers qui font des infographies remarquables. Et à tel point qu'ils ont fait, par exemple, au moment des 20 ans de la chute du mur de Berlin, donc ils ont fait un produit didactique qui permet en cliquant de voir la vidéo de Kennedy, de voir tout un historique du mur de Berlin. Ils ont réussi à le vendre à un journal allemand. D'accord. Et je l'ai montré à plusieurs personnes dans plusieurs pays. Ils m'ont dit c'est vraiment ce qui se fait de mieux au monde. Donc, et les journaux allemands, eux, sont de bonne qualité, vous les connaissez un peu? Oui, enfin, je connais. Vous connaissez plus la presse espagnole? Oui, bon, parce que c'était ma première langue, mais c'est vrai, non, pour parler de la presse allemande, mais aussi un peu la presse espagnole, bah, on constate, même à l'œil nu dans les kiosques, hein, on voit qu'ils sont beaucoup plus épais que les journaux français et en qualité, ils n'ont rien à nous envier, bien sûr. Ouais. Là, vous me disiez même qu'ils étaient largement de qualité largement supérieure, au moins à El País. Moi, c'est ce que je vois, oui. Il y a un exemple flagrant, et ça, j'en ai parlé déjà dans mon livre Mes vues de presse en 2002. Le niveau de certains journaux régionaux français est calamiteux et personne n'en parle. Ouais. Et il suffit d'aller dans d'autres pays de faire la comparaison. Calamiteux au niveau du choix de l'information, mais pas seulement, même sur des informations sérieuses, on voit qu'ils souvent ils mettent n'importe qui pour couvrir un événement qui sait à peine écrire. D'accord.
Alors, justement, Bévue de presse, parlons-en, parce que vous l'avez édité, c'était au moment où on se connaissait, en 2002-2003, et c'est un livre qui avait été accepté dans une grande maison d'édition, hein, Le Seuil, pour ne pas la citer, qui vous aviez fait même les séances photos, vous avez signé un contrat, etc. Et au dernier moment, ils vous ont dit non, non, on ne fait plus, donc ils ont censuré quelque part Oui. ou arrêté le... Oui, j'ai jamais compris ce qui s'était passé. Mon éditeur était Patrick Rothman, qui est un monsieur très connu pour ses documentaires. Et j'ai été surpris parce qu'au début, il m'a dit que mon livre était exceptionnel et qu'il était vraiment content de le publier. Et puis la version officielle, c'était qu'un avocat a dit qu'il y avait, je crois, 116 risques de procès en diffamation. Bon, finalement, j'ai trouvé un autre éditeur. Je n'ai même pas eu la moindre lettre de menace parce que c'est un livre de démonstration factuelle. C'est pas un livre. Enfin, bon, il est de fait polémique, mais les faits que j'avance, un journaliste ne peut pas me dire qu'il n'a pas écrit ce que je cite. Donc, pour moi, il n'y a pas d'attaque ad hominem ou... Non, bien sûr. Certains journalistes sont tellement habitués à ce qu'on ne les critique pas qu'ils le prennent personnellement, qu'on démontre. Mais bon, par exemple, quand j'ai dénoncé l'amateurisme d'un prix Albert Londres, bon, je pense que ce monsieur n'a pas dû être très content. Il a eu l'intelligence de ne pas m'attaquer. Ouais. Mais là, c'était indéniable que les productions journalistiques, ces articles que je citais, n'étaient pas dignes non seulement d'un prix Albert Londres, mais d'un journal destiné à un grand public. Ouais. C'était juste du niveau d'une première année de journalisme à qui on aurait mis un 6 sur 20. Et ça, personne n'en parle. Bah si, nous on en parle justement. Alors, on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité, donc je vais vous poser une dernière question. Peut-être deux si vous y répondez de manière courte. Qu'est-ce que vous pensez, et ça nous intéresse directement ici, évidemment, qu'est-ce que vous pensez du désastre des médias classiques, et notamment de la presse quotidienne, un peu moins hebdomadaire, mais également des différents médias télévisuels dont l'audience plonge. Voilà, TF1 ne reverra plus jamais ses 40% de part de marché. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène et évidemment de l'émergence de nouveaux sites internet comme le nôtre ou comme d'autres, pour citer le 89, Mediapart, etc. Ouais, moi je crois que nous nous trouvons dans une phase transitoire, c'est-à-dire que les vieux modèles économiques ne fonctionnent plus ou vont fonctionner de moins en moins, et les nouveaux acteurs, par exemple des gens comme vous, n'ont pas encore le modèle économique qui permet de financer totalement leurs activités. Mais je crois qu'on va arriver à terme, pour parler de la presse payante, de la presse écrite. Moi je pense qu'il va y avoir des progrès technologiques qui vont permettre de faire payer peut-être des articles à l'unité, comme on fait déjà un peu en télévision. Enfin, pour moi, il n'y a pas de raison que tout ce qui est mis sur Internet reste gratuit. Il faut que les gens payent d'une façon ou d'une autre. Enfin, c'est une loi de la nature. Donc, alors, il y a des discussions actuellement. Bon, on sait que Murdoch et son groupe sont en train d'essayer d'imposer un système d'accès payant. Le New York Times l'an prochain. Donc, on est en phase de test. Ouais. Parce que par ailleurs, il y a le marché classique, mais il y a aussi l'État qui subventionne déjà massivement un peu tous les médias, y compris soi-disant privés. Et puis, aux États-Unis, ils sont en train de regarder une nouvelle possibilité, ce sont les fondations. Mais on sait qu'en France, on est beaucoup moins fondation qu'aux États-Unis. Moi, j'y crois pas trop. Les fondations américaines, bon, certaines fonctionnent bien, mais elles permettent de couvrir vraiment une part extrêmement limitée de l'actualité. Donc, c'est intéressant, ponctuellement c'est intéressant, mais pour moi ça ne peut pas être l'avenir du journalisme. Et puis le principe même que
que le journalisme soit financé par de l'argent venu de l'extérieur, ben, certaines fondations en plus ont des intérêts donc, ou sont thématiques. Une fondation qui travaille sur les questions de santé ben, va vouloir financer plutôt des articles sur les questions médicales. Donc c'est intéressant, ce n'est pas à rejeter, mais ça ne peut pas être pris comme un modèle généralisable. Ça, je ne crois pas du tout. Pour la question de l'État, bon, il y a un problème en France, c'est la culture de la mendicité. Moi, j'ai suivi depuis Vienne les débats sur le livre vert de la presse. Enfin, j'ai trouvé ça pathétique, le manque de qualité des interventions, en tout cas de ce qui en a été retranscrit dans la synthèse qui a été publiée. Vous pouvez dire ce que c'est le livre vert de la presse? Donc c'était un document rédigé à partir de réunions qui ont été organisées au départ sur l'impulsion du président Sarkozy, et donc il consistait à faire un diagnostic et faire des oui, propositions. l'Assemblée générale des journaux, les États généraux. Voilà, les États généraux, d'accord. pardon. Oui. Et donc déjà le fait même que ces États généraux étaient organisés suite à un coup de sifflet de l'exécutif, je crois que c'est unique au monde. Enfin, hors dictature, il y a qu'en France que ça arrive. Ouais. Et puis, d'ailleurs, Mediapart l'avait dénoncé oui. avant de se tirer à l'île. Oui. Mais ce que j'ai trouvé dramatique, c'est ensuite, quand on a vu le résultat. La médiocrité de ce document final, et que je crois que ni même des sites dits libres, dits dynamiques, ou les blogs, les blogs l'ont vraiment dénoncé. Ouais. J'ai pas vu d'études de fond. Moi, j'ai pas les détails en tête. Ça fait plus d'un an. Mais ce qui est dramatique, c'est le manque de débat sur les propositions concernant le futur du journalisme en France. Alors qu'on prétend multiplier les débats, mais c'est toujours sur des questions limitées. Alors là, en l'occurrence, c'est toujours les questions du manque d'argent. Donc, résultat, on en arrive à un document final qui est un document que j'associe à la mendicité, qui ne parle pas assez de la qualité et du fait que les journalistes qui mériteraient de recevoir de l'argent, c'est ceux qui se proposent vraiment de faire de la qualité, pas simplement produire pour produire. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Pierre Tailleur d'avoir participé à votre quart d'heure de célébrité. Merci à vous d'y avoir assisté jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous, et à bientôt pour une nouvelle émission.